Bonjour, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire organisé par Alma Consulting Group en partenariat avec la société d'avocats Phil Fisher. Le programme de webinaire, vous le savez, c'est de vous proposer fréquemment de traiter de certains sujets liés au financement de la recherche et de l'innovation. Et les webinaires permettent également de traiter d'un sujet d'actualité. C'est le cas aujourd'hui. Crédit d'impôt recherche et cotisations sociales obligatoires, la position de l'administration fiscale enfin officialisé, c'est le thème que nous vous proposons aujourd'hui. Et pour en parler, nous accueillons nos deux intervenants. Olivia Cervorino, fiscaliste au sein d'Alma Consulting Group, bonjour. Bonjour. Et Maître Antoine Gadizon, avocat associé au cabinet Phil Fisher, bonjour. Bonjour. Alors en effet, actualité, ce mois d'avril a vu éclore plusieurs mesures liées à l'assiette de crédit d'impôt recherche qui s'inscrivent dans le cadre du choc de simplification prôné par le gouvernement. Et cette clarification administrative de l'assiette du crédit d'impôt recherche était nécessaire et elle était aussi promise de longue date. Elle propose notamment un recensement des cotisations sociales en mettant en évidence celles qui sont éligibles au crédit d'impôt recherche et celles qui ne le sont pas. Cette clarification était nécessaire en effet car les imprécisions, les écarts d'interprétation sur les cotisations sociales obligatoires à retenir pour le CIR, et bien tout ça était une source de nombreux contentieux avec l'administration fiscale. On estime à près de 20 000 entreprises déclarantes concernées. Alors au menu de ce webinaire, ce que nous vous proposons aujourd'hui, quelles étaient les références applicables avant les commentaires du 1er avril 2015, quelles sont les précisions apportées justement par les commentaires administratifs du 1er avril 2015. Si ces commentaires administratifs ont le mérite de préciser la position de l'administration fiscale sur cette catégorie de dépenses de personnel éligibles au crédit d'impôt recherche, eh bien, ils ne parviennent pas à être exhaustifs. Ils excluent de manière contestable certaines contributions. Nous évoquerons notamment le cas de la CSG et de la CRDS. Et puis, nous ferons également un focus sur l'autre nouveauté de cette instruction, à savoir la notion de doctorat. Le webinaire est interactif et c'est tout l'intérêt. Vous avez la possibilité de poser vos questions. Pour cela, vous utilisez la fenêtre de chat qui apparaît sur votre écran. Posez vos questions tout au long de ce webinaire et nous aurons l'occasion de pouvoir vous répondre. Je vous précise qu'il serait peut-être pertinent de poser vos questions et de ne pas attendre la fin du webinaire pour que nous ayons le temps de recueillir toutes ces questions pour pouvoir ensuite y répondre. On démarre, Olivia, avec vous, avec les références applicables avant justement les commentaires du 1er avril 2015. Merci beaucoup Jean-Noël. Donc effectivement, afin de mieux comprendre les difficultés auxquelles on a pu faire face et comprendre aussi les rectifications réalisées à l'occasion des contrôles fiscaux en cours, nous vous proposons une présentation synthétique de la notion de cotisation sociale obligatoire, donc avant le 1er avril 2015. Du coup, que disent les textes? Donc, le socle législatif et réglementaire était clairement imprécis. Le Code général des impôts, à l'article 244 quater B, qui est l'article de référence pour le crédit d'impôt recherche, ne fait référence qu'aux dépenses de personnel. Il n'y est pas évoqué l'allusion à des charges sociales éligibles au CIR. Alors, on a essayé de se rapprocher des travaux parlementaires, mais malheureusement, il reste muet sur cette notion. S'agissant de la partie réglementaire et de l'article 49 pièce 1B de l'annexe 3 du Code général des impôts, alors on a une petite précision, puisque sont éligibles les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Alors, bien souvent, la doctrine vient expliciter ce qu'ont pu évoquer les textes. Bien entendu, la doctrine ne peut ajouter à la loi, et celle-ci, on dit qu'elle n'a pas d'esprit, c'est-à-dire qu'il convient de s'en tenir à la lettre du bulletin officiel des finances publiques. Que disaient les commentaires administratifs avant le 1er avril dernier? Ils proposaient une interprétation très restrictive de la notion de cotisation sociale obligatoire, dans la mesure où, comme vous le constatez, n'étaient évoquées que les cotisations d'assurance de base, donc de sécurité sociale, l'assurance chômage, les caisses de retraite, et ainsi que les caisses de retraite complémentaires. Et l'administration fiscale ajoutait également que sont au contraire exclus les taxes assises sur les salaires et les dépenses de personnel qui sont déjà prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche dans le cadre des dépenses de fonctionnement. Alors,
Du coup, la lecture de ces différentes références nous a permis de décrire, de recouper deux grands critères cumulatifs, à savoir donc qu'il fallait qu'il s'agisse de cotisations sociales et que leur paiement devait être obligatoire pour l'employeur. Alors, vous constaterez que ces critères étaient très vagues. Ils permettaient les interprétations les plus diverses, de sorte que l'administration fiscale, eh bien, au cas par cas et par le biais des différents contrôles fiscaux, nous donnait son interprétation et les limites qu'elle souhaitait fixer à cette notion. Fort heureusement, au gré des contentieux, le juge de l'impôt est venu préciser, donc par réelle construction prétorienne, les contours de la notion de cotisation sociale obligatoire. Merci Olivia, Antoine Gabizon, Phil Fischer. Je vais rapidement essayer de brosser un peu l'évolution jurisprudentielle qui a permis finalement au gré des décisions de définir ce qu'était un peu mieux la notion de cotisation sociale et d'une manière plus générale d'ailleurs la notion de rémunération, d'accessoire des rémunérations au sens du crédit d'impôt recherche, parce que même sur la notion de rémunération, on avait là aussi un certain nombre d'imprécisions. Alors, on a beaucoup de décisions qui sont en réalité celles qui apparaissent sur la slide, qui petit à petit sont venues construire au fond ce que l'on devait entendre comme étant les cotisations sociales obligatoires au sens de la réglementation du CIR et qui ont assez largement, il faut bien le dire, inspiré les termes de la nouvelle instruction, même si on verra que, quand on l'analysera de manière plus précise, cette instruction, bien qu'elle soit intéressante, soulève un certain nombre de questions. Donc c'est cette jurisprudence finalement que l'administration synthétise dans sa nouvelle instruction. Alors, il y a deux niveaux à prendre en considération. Quand on lit ce que rappelait à l'instant Olivia, les textes ne nous renseignaient pas beaucoup sur ce qu'était la notion de cotisation sociale. On a une jurisprudence qui est celle qui apparaît à gauche sur la slide, qui était finalement la résultante petit à petit des différents contentieux qui ont pu avoir lieu en matière de CIR et qui ont précisé, dans le cadre du CIR, ce qu'est cette notion de cotisation sociale. Mais il faut remonter, à mon avis, un temps en arrière, parce que le principe général d'interprétation des règles du Code général des impôts, c'est que, à défaut de définition particulière fournie par le législateur fiscal d'une notion que l'on retrouve au Code général des impôts, on doit normalement, sauf si c'est complètement incompatible avec le dispositif, se référer aux définitions qui peuvent être données dans d'autres branches du droit. Et la notion de cotisation sociale, évidemment, elle ne concerne pas que le crédit d'impôt recherche, mais elle vise des cas beaucoup plus larges. Or, on a une jurisprudence assez fournie du Conseil constitutionnel dans ce domaine sur la distinction qu'il convenait de faire entre ce que sont des impositions de toute nature, puisqu'on voit d'ailleurs dans la nouvelle instruction que c'est un critère d'exclusion de la base du CIR, et ce qui était des cotisations sociales. Alors, les cotisations sociales, d'une manière générale, au sens du Conseil constitutionnel, c'était toujours entendu comme étant une charge obligatoire à la charge de l'entreprise ou du salarié, d'ailleurs, puisque toutes les cotisations ne pèsent pas uniquement sur l'entreprise, mais également sur son salarié d'une certaine façon, et il fallait que la cotisation en question ouvre droit à des avantages, c'est-à-dire, en clair, à des contreparties pour ceux qui cotisent. C'est la différence avec les impositions de toute nature qui, normalement, sont également inversement obligatoires, puisque c'est imposé par le législateur, mais en contrepartie de ça, le contribuable ou le débiteur n'a pas un droit à faire valoir s'il a un accident de santé ou lorsqu'il prend sa retraite et qu'il peut donc réclamer à ce moment-là le versement de ses pensions. Alors, il faut garder cette idée en tête parce que c'est là qu'est, à mon sens, réellement le critère. Et ce critère-là, on a commencé à le retrouver dans l'application des différentes jurisprudences que vous avez sous les yeux. Alors, on a une première jurisprudence qui, au fond, peut-être la plus importante. Je mets de côté les vieilles décisions qui ne nous apportaient pas réellement de précision sur comment devaient s'entendre, pardonnez-moi, les cotisations sociales. Donc, on a eu toute une série de jurisprudences. L'une qui était particulièrement intéressante et importante, c'est celle de la Cour administrative d'appel de Nantes, c'est l'arrêt Diana Pet Food, qui a été repris ensuite par le Conseil d'État et qui traitait, c'était l'élément principal du problème
de la prise en compte de l'intéressement et de la participation. Sans ça, le législateur est venu nous dire que l'intéressement et la participation étaient effectivement à prendre en compte dans les rémunérations entrant dans l'assiette du crédit d'impôt recherche, et c'est important, on y reviendra tout à l'heure. En disant ça, il a également défini ce qui était à mon sens une rémunération, c'est qu'il a dit qu'il faut en réalité que les sommes en question soient taxables pour les bénéficiaires dans la catégorie des traitements et salaires. Ça, c'est les rémunérations au sens général. Et puis, il est également venu effectivement préciser ce qu'on entendait par dans la notion de cotisation sociale. Et là, on a retrouvé l'élément que j'indiquais et qui était au fond inspiré de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il faut donc qu'il y ait un lien entre l'obligation de cotiser et l'ouverture d'un droit à prestation. Et donc, sur cette base-là, ensuite, il a décliné ce critère en fonction des différentes contributions ou cotisations, pour pas les désigner de manière très spécifique. Il a décliné ce critère au cas par cas en fonction des différentes sommes qui peuvent être versées et qu'il faut quand même se rappeler. C'est vrai qu'on parle de cotisation obligatoire, mais toutes ces sommes sont liées le plus souvent à la masse salariale qui est supportée par l'entreprise. Donc d'une certaine façon, ça se rapporte bien à un coût qui est généré par le personnel de l'entreprise. C'est là qu'au milieu de ça, il fallait arriver à faire un peu le départage entre ce qui était des cotisations sociales ou de la rémunération au sens du CIR et ce qui ne l'est pas. Voilà, donc du coup, sur la slide suivante, on a une synthèse des critères jurisprudentiels que vient de brillamment évoquer Maître Gabizon. Donc encore une fois, une charge déductible du résultat, revêtant un caractère obligatoire pour l'employeur. Donc la réelle question qui était aussi soumise au juge, c'est quelle doit être la source de cette obligation. Et ensuite, comme l'a dit Maître Gabizon, l'existence d'un lien entre l'obligation de cotiser et l'ouverture à un droit aux prestations pour le personnel de recherche et ses ayants droit. Juste pour illustrer effectivement ce que vous indiquez, Olivia, on a ce sujet qui est de savoir de connaître le caractère obligatoire ou non d'ailleurs des versements qui sont faits par l'entreprise ou le salarié. Et on a une illustration particulière de ça, c'était dans la slide précédente, notamment en ce qui concerne tous les régimes complémentaires, que ce soit mutuels ou retraite complémentaire, puisque vous savez que bien souvent, on a des régimes qui sont réglés par les conventions collectives. Alors ça, de longue date, dans les contentieux qu'on pouvait avoir avec l'administration, on voyait qu'à partir du moment où ces régimes, ces cotisations complémentaires, d'une certaine façon, étaient la résultante d'une convention collective ou d'un accord de branche, l'administration admettait que cela puisse être considéré ou assimilé à des cotisations obligatoires au motif qu'il n'y avait pas finalement d'expression de la volonté ni des salariés ni de l'entreprise, mais que ça leur a été imposé, pas par le législateur en tant que tel, mais d'une certaine façon par un tiers extérieur, puisque les conventions collectives ne sont pas négociées au niveau de chaque entreprise. Et on avait donc le débat de savoir si les systèmes d'assurance complémentaire qui étaient mis en place au sein de l'entreprise dans le cadre d'un accord propre à l'entreprise pouvaient ou non être considérés comme des cotisations obligatoires. Alors, on a eu d'assez longues discussions, parce que c'était souvent un thème très récurrent des contentieux qu'on pouvait suivre. Finalement, ça s'est résolu par deux décisions intéressantes du tribunal administratif de Paris, c'est la Electra, et puis plus récemment, le tribunal administratif de Montreuil, dans un dossier concernant la société Chanel, où effectivement, le juge de l'impôt a considéré que les sommes qui étaient versées au titre de ces régimes qui résultaient d'accords d'entreprise pouvaient bien être traitées comme des cotisations obligatoires parce que le Code du travail prévoit qu'à partir du moment où il y a un accord interne à l'entreprise, cet accord il doit être respecté par les parties qui l'ont signé et d'une certaine façon, c'est la loi des parties qui fait le droit et si l'employeur ne la respecte pas, il peut être condamné pour ne pas l'avoir respecté. C'est notamment l'article 911 du Code du travail qui le prévoit. Donc on voyait bien, peu importe la manière dont le dispositif ou les sommes dues sont nées, à partir du moment où ça s'impose à l'entreprise, nécessairement, ça peut être considéré comme une cotisation obligatoire. C'est un point important, à mon avis, à retenir, parce que ce critère-là, on le retrouve même dans la nouvelle instruction. Tout à fait. Donc, effectivement, donc là, voilà, un rappel des critères jurisprudentiels qu'on vient d'évoquer.
Et puis donc on va évoquer ensuite les précisions apportées par les commentaires administratifs du 1er avril 2015. Et je pense que c'est maintenant que vous avez des questions à poser, donc n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat qui apparaît sur votre écran. Alors, merci Jean-Noël. Du coup, aujourd'hui, à la lumière de ces nouveaux commentaires, que faut-il entendre par cotisation sociale obligatoire, en tous les cas éligible au crédit d'impôt recherche? Donc, de 2 critères très vagues, nous sommes passés à 4 critères assez précis et qui, comme l'a dit Maître Gabizon, reprennent les avancées jurisprudentielles précisées. Donc, il faut qu'il s'agisse d'une cotisation patronale légale ou conventionnelle à caractère obligatoire. Cette cotisation, elle doit être versée par l'entreprise. Elle est assise sur des éléments de rémunération éligibles au crédit d'impôt recherche et elle ouvre droit au profit du personnel concerné ou de ses ayants droit à des prestations et des avantages, même potentiels. Alors, la volonté de simplification de l'assiette du crédit d'impôt recherche passait notamment par une énumération de ce qu'il convenait d'entendre comme éligible au CIR et de ce qui au contraire en est exclu. Donc on retrouve logiquement les cotisations qui étaient déjà en substance dans les commentaires administratifs avant le 1er avril 2015. Donc ce sont les cotisations de base dues au titre de l'assurance sociale, l'assurance maladie, la maternité, l'invalidité, le décès, la vieillesse, le veuvage, accident du travail et maladie professionnelle, ainsi que les allocations familiales. Il y a également eu une précision sur les cotisations dues au titre de l'assurance chômage. Donc il y a l'assurance chômage en tant que telle et puis l'AGS. Également, qui est encore une fois une avancée prétorienne qui est maintenant confirmée par les commentaires administratifs. Donc, il y a également les cotisations de retraite complémentaires légales obligatoires prévues par les dispositions légales ou réglementaires ou par les accords nationaux interprofessionnels. On y retrouve des cotisations qui vous sont sans doute familières, celles du régime ARCO pour les salariés non cadres et celles du régime AGIRC pour les salariés cadres, ainsi que bien évidemment, donc, sont comprises là-dedans les garanties minimales de points, la GMP. Et il y a également ensuite les cotisations dues à l'association pour la gestion du fonds de financement, la GFF. Plus savoureux est effectivement la consécration de l'éligibilité des contributions versées par l'employeur au titre de la prévoyance complémentaire. Comme l'a très justement précisé Maître Gabizon, la référence explicite à l'article L111.1 du Code de la sécurité sociale permet d'élargir la source de l'obligation de cotiser pour l'employeur à une prévoyance complémentaire. Donc c'est la loi du 14 juin 2013 qui est venue imposer à l'employeur de créer un système de couverture santé collective obligatoire, et ce avant le 1er janvier 2016. Et alors là, ça constitue un réel revirement pour l'administration fiscale qui, dans la conférence annuelle sur les panoramas des redressements fiscaux de 2010, avait clairement exclu, et ce même dans les contrôles fiscaux qu'on a encore en cours, les cotisations de régime de prévoyance complémentaire issues par exemple, d'accords d'entreprise. Là, on élargit, on va même au-delà, je dirais, puisque, à notre sens, des cotisations de prévoyance complémentaire qui résulteraient d'une décision unilatérale de l'employeur destinée à se mettre en conformité avec cette loi seraient, à notre sens, éligibles en tant que cotisation sociale obligatoire. Donc, parallèlement à cette énumération de cotisations sociales éligibles, on a le pendant, c'est-à-dire les cotisations sociales qui sont exclues de l'assiette du crédit d'impôt recherche. Oui, alors je reprends la parole, merci Lilia. Ou plutôt l'ensemble des éléments de rémunération finalement qui se rattachent à nouveau aux coûts inhérents à la présence des salariés dans l'entreprise et qui sont exclus de la base du crédit d'impôt recherche au motif qu'il ne s'agirait pas de cotisation sociale, mais il faut toujours aller un peu plus loin parce que ce n'est pas parce que ce ne sont pas des cotisations sociales qu'on ne peut pas se demander quand même si ce n'est pas un élément de rémunération complémentaire. Juste avant de rentrer plus en détail sur le contenu de la slide et pour réagir à ce que disait à l'instant Olivia,
Par exemple, sur la problématique des régimes de prévoyance ou d'assurance complémentaire souscrits, j'allais dire presque volontairement par l'entreprise, dans le cadre d'accords d'entreprise, on a toujours eu deux angles d'attaque, à mon avis, sur ce sujet-là. Un premier angle qui était de dire qu'effectivement, c'était une forme de cotisation sociale qui s'imposait à l'entreprise. Mais à supposer que cet argument ne tienne pas, on avait également un autre argument qu'on va retrouver d'ailleurs dans la problématique nouvelle posée aujourd'hui par la CSG, la CRDS et les positions de l'administration sur ce domaine. On y viendra plus précisément un peu plus tard. Un deuxième argument qui est de dire, mais si ce n'est pas une cotisation sociale ou assimilable à une cotisation sociale, c'est quand même un coût à nouveau inhérent à la présence des salariés dans l'entreprise, en investissement pour la société concernée ou l'entreprise qui mobilise l'ensemble de ses salariés. Et cette rémunération ou ce coût, ça peut être aussi traité comme une rémunération du point de vue du salarié et donc pris en compte dans l'assiette du CIR, non pas en tant que cotisation sociale, mais en tant qu'élément de rémunération. Il en est pour preuve, par exemple, que sur tous les régimes de cotisation complémentaire volontaire dans le cadre d'accords d'entreprise, ces sommes sont versées aux salariés. Normalement, elles devraient être prises en compte dans la catégorie taxée entre les mains des salariés en tant que traitement des salaires. Et ce n'est qu'au motif qu'on a dans le Code général des impôts des exceptions qui permettent justement d'éviter cette taxation que les salariés en question ne sont pas taxés. Mais il n'en reste pas moins que sur le fond, c'est bien un élément d'une certaine manière de rémunération du salarié, puisque ça lui ouvre droit à des avantages, qui sont les cotisations, les primes, ou l'assurance complémentaire qui est mise en place à son profit. Donc il faut toujours garder, à mon avis, ce prisme, cette double vision en tête. Si ce n'est pas des cotisations sociales, est-ce qu'on ne peut quand même pas se poser la question de savoir si c'est des rémunérations? J'ai fait une petite digression par rapport à ce que venait de dire Olivia. Maintenant, pour parler plus précisément du contenu de la slide, effectivement, le législateur, ayant défini ce qu'il admettait, enfin le législateur, plutôt l'administration, ayant défini ce qu'elle admettait comme étant des cotisations sociales, elle n'a évidemment pas manqué non plus de nous dire ce qu'elle refuserait de prendre en considération. Alors, on a les critères d'exclusion, vous les avez devant vous, donc c'est toujours des versements dus par l'employeur, qui n'ont soit pas de contrepartie directe pour les personnels de recherche concernés. Alors le cas le plus évident, c'est celui des impositions de toutes les sommes qui sont versées et qui sont considérées comme des impositions de toute nature. On a, par exemple, dans la jurisprudence qui avait été citée ou qui avait pu paraître jusqu'à présent, d'assez nombreux exemples qui étaient fournis. C'était notamment la contribution sociale autonomie, les sommes versées au Fonds national d'aide, l'OFNAL, par les entreprises. Tout ça pourquoi? Parce qu'on considère, et c'est d'ailleurs souvent le Conseil constitutionnel qui est venu nous dire que ces éléments ou ces sommes-là étaient traités comme des impositions de toute nature. Si c'est des impositions de toute nature, ça n'ouvre pas droit à une contrepartie directe pour le personnel, et donc c'est nécessairement exclu de la base du crédit d'impôt recherche. L'autre cas où l'administration considère être en droit d'exclure de l'assiette du CIR les sommes versées par les employeurs, c'est le cas où les sommes en question ne sont pas assises sur des éléments de rémunération éligibles au CIR. Donc là, c'est un peu plus général. Mais on trouve aussi, au travers de ces éléments-là, tout un tas d'autres exclusions. C'est par exemple les sommes qui sont versées au comité d'entreprise. On a longtemps essayé de soutenir, et c'était notamment dans les jurisprudences Diana et puis ST Microélectronique, si je me rappelle bien, que ces sommes pouvaient directement ou indirectement être assimilées à des éléments de rémunération ou à des cotisations sociales obligatoires, parce que le versement au comité d'entreprise, c'est bien une charge obligatoire pour l'entreprise. Elle n'a pas le choix, que si elle a un comité d'entreprise en place, que de l'alimenter. Néanmoins, le juge de l'impôt et maintenant la doctrine administrative disent très clairement que ces sommes ne sont pas éligibles. Pourquoi? Parce qu'elles n'ouvrent pas de droit au personnel de recherche concerné. Pourtant, on pourrait considérer que le comité d'entreprise offre pour ses salariés et lui offre un certain nombre d'avantages, mais là-dessus, on nous a dit que ce n'était pas suffisant. Alors, sur la base de ces principes-là, on a un paragraphe 20 qui nous donne la liste, un peu un inventaire à la Prévert, de toutes les contributions ou sommes ou charges versées par l'entreprise qui sont nécessairement exclues de la base du CIR. Donc on retrouve d'abord, ce qu'on disait à l'instant, tout ce qui est traité au fond comme, enfin, c'est le bloc principal, tout ce qui est traité comme des impositions de toute nature.
Vous avez en premier lieu la CSG et la CRDS. Alors là, on a un vrai sujet de fond parce que c'est quand même un peu une révolution, cette précision-là. On y reviendra plus en détail tout à l'heure. La contribution solidarité autonomie qui avait déjà été exclue par le législateur, les taxes assises sur les salaires qui étaient déjà visées dans l'ancienne instruction, pour le coup. Je ne vais pas toutes les reprendre. Contribution patronale, forfait social, etc. Et puis d'autres sommes qui, même si elles ne sont pas toujours traitées comme des impositions de toute nature, sont également exclues parce qu'on considère qu'il n'y a pas de contrepartie pour les salariés. C'est notamment, on en parlait à l'instant, les subventions versées pour le fonctionnement du CE. Je vous laisse découvrir le contenu des postes concernés, que vous avez sous les yeux, mais c'est assez explicite. Alors c'est vrai que de ce point de vue-là, l'instruction apporte quand même un certain nombre de choses, parce qu'au moins maintenant, on connaît clairement la position de l'administration. On peut la critiquer ou pas, mais l'intérêt, c'est qu'on a quelque chose quand même d'assez précis. Du coup, on évoque également l'entrée en vigueur de ces nouveaux commentaires. Alors, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet parce que, bon, le principe, on a une nouvelle instruction, 1er avril 2015, le principe général, d'abord les instructions, le contenu des instructions n'est pas opposable aux contribuables. On peut toujours critiquer, heureusement, les commentaires de l'administration, ce ne sont que les positions de l'administration. Alors évidemment, quand elles sont basées sur des décisions de jurisprudence, ça devient plus compliqué, mais quand c'est l'interprétation de l'administration et de ses services, évidemment c'est contestable. En revanche, nous, on peut lui opposer le contenu de ces instructions, et le principe, c'est que les commentaires de l'administration n'ont jamais d'effet rétroactif. À la limite, on pourrait le considérer. Ça peut être rétroactif si c'est favorable aux contribuables, d'une certaine façon. Dans certains cas, on l'a vu, l'administration se rangeait finalement à des positions de jurisprudence et ça crée des droits, ça ouvre des droits pour les contribuables, mais dans le cas inverse, ça ne l'est évidemment pas. Donc ce que vous avez devant les yeux, c'est le principe de base, c'est qu'effectivement, on a une instruction qui n'a pas d'effet rétroactif et qui s'applique à compter du 1er avril, date de sa parution, en tout cas date de la mise en ligne du projet d'instruction. On a une vraie difficulté parce que, en apportant des clarifications, en tout cas ce que l'administration considère comme étant des clarifications, et l'exemple de la CSG et de la CRDS est très frappant. Ils ont ouvert tout un tas de nouvelles questions d'une certaine façon. Et je reviens sur le cas de la CSG et de la CRDS parce que jusqu'à présent, la position de la place, c'est-à-dire de tous les intervenants, me semble-t-il, du secteur, les gens qui travaillent du CIR, que ce soit aussi bien les entreprises, les conseils, les avocats, toujours tous considéré que la CSG et la CRDS ne posaient pas de problème, c'est-à-dire que les 8,1% qui sont versés par les entreprises étaient nécessairement à prendre en considération. Là, on a un changement, puisque maintenant on nous dit CSG et CRDS, c'est exclu de l'assiette parce que ce sont des impositions de toute nature, on y reviendra aussi, et on commence à voir poindre dans les contentieux en cours des changements de position des inspecteurs qui disent même si on parle d'années antérieures au 1er avril, on doit nécessairement vous reprendre le CIR qui correspond à la CSG et la CRDS. Alors la vraie question, à mon avis, par rapport à ça, c'est pas tant le caractère rétroactif de la nouvelle instruction, mais c'est la question de savoir si l'ancienne instruction n'interdisait pas à l'administration d'avoir cette position, parce qu'on avait une ancienne définition qui était peut-être pas suffisamment précise, mais qui existait, et dont on ne pouvait pas induire que la CSG et la CRDS devaient être exclues de la base du CIR. Donc là, on va avoir des discussions, à mon avis, assez intéressantes avec l'administration, où au-delà des éléments de fond sur lesquels on reviendra, on va dire, mais de toute façon, votre changement de position, vous ne pouvez nous l'opposer qu'à compter du 1er avril, et pour ce qui est de la période antérieure, nous, on vous oppose votre ancienne doctrine, qui ne prévoyait pas d'exclure la CSG et la CRDS, c'était des éléments de rémunération ou des cotisations sociales entendues obligatoires, des cotisations obligatoires pour reprendre les termes de l'ancienne doctrine, entendues dans un sens large, parce que même si ce sont des impositions de toute nature, elles servent quand même à financer jusqu'à présent nos régimes de protection sociale. Donc c'est un vrai débat qu'on va avoir avec les inspecteurs, qu'on commence d'ailleurs à avoir avec les inspecteurs, évidemment. C'est pas dévoiler un secret qu'ils ne sont pas de notre avis pour l'instant. Tout à fait. Je rebondis sur ce que vous dites, Antoine. On a même, nous, déjà eu un cas auprès de la Direction des vérifications nationales et internationales, la DVNI, où on a déjà, dans un contentieux en cours, donc un contrôle fiscal en cours, sur les crédits d'impôt recherche 2010, 11 et 12, une application entre guillemets rétroactive, ou en tous les cas, l'invocation par l'administration fiscale d'une simple clarification doctrinale, ce qui lui permet, par substitution de motif, de revenir sur la
CGC et la CRDS pour les crédits d'impôt recherche antérieurs à la publication de ces nouveaux commentaires. Du coup, Antoine, je vous propose de, comme vous l'aviez introduit, de continuer sur justement ce qui nous paraît le plus contestable dans cette instruction, c'est l'exclusion de la CSG et de la CRDS. Tout à fait. Alors, on va le voir, c'est contestable à mon sens sur le fond, puis c'est un peu révolutionnaire parce que au jour d'aujourd'hui, jusqu'à présent, ça n'avait que très très rarement soulevé d'éventuelles difficultés. Alors, l'explication de l'administration, c'est de dire, après d'ailleurs des évolutions, la position du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, c'est de considérer que ces contributions sont des impositions de toute nature, et comme les impositions de toute nature, on l'a vu dans la définition, les éléments de la définition à prendre en compte pour distinguer les cotisations sociales des impositions de toute nature, comme les impositions de toute nature ne sont pas des cotisations sociales, nécessairement, on doit les exclure de la base du crédit d'impôt recherche. Alors ça fait le lien avec ce que je disais également tout à l'heure, c'est qu'on a un sujet qui est de savoir si ce sont des cotisations sociales, mais le texte, la réglementation du crédit d'impôt recherche ne vise pas uniquement les cotisations sociales. Le premier élément, j'allais dire, à prendre en compte dans l'assiette du CIR, quand on parle des dépenses de personnel, c'est la rémunération ou toutes les rémunérations accessoires qui sont versées aux salariés. Et ça ressort d'ailleurs de la jurisprudence Diana, dont je parlais tout à l'heure, qui est venue nous distinguer, à la fois rappeler que les rémunérations au sens large, c'était des éléments, des sommes versées aux salariés ou pour leur compte, et qui est à prendre en compte dans l'impôt sur le revenu finalement en tant que traitement et salaire. Or, si on applique si on prend en compte ce critère et qu'on l'applique à la CSG et la CRDS, ce dont on s'aperçoit, c'est que ce sont certes des impositions de toute nature telles que c'est entendu par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d'État. On reviendra après sur le fait que quand même ça finance nos régimes de retraite et de sécurité sociale, mais peu importe. Mais ce sont des charges, ce sont des sommes qui sont à la charge des salariés. Ce ne sont pas des sommes qui sont à la charge de l'employé, de l'employeur. Certes, l'employeur précompte ces sommes et les verse directement aux organismes de recouvrement, mais la CSG et la CRDS, ce sont des impositions de toute nature supportées par les employés. En clair, ça veut dire que si ces sommes, et d'ailleurs c'est d'ailleurs pas toujours le cas, puisque c'est vrai pour les rémunérations d'activité professionnelle, mais la CSG et la CRDS qui portent sur les revenus de placement et de patrimoine, elles ne sont pas précomptées par les organismes payeurs, mais elles sont bien versées par les contribuables qui reçoivent les sommes en question. Et la CSG et la CRDS versées par les employeurs pour leur compte de leurs employés. Si on était dans le cas inverse, c'est-à-dire que si les employés s'acquittaient eux-mêmes de cette CSG et de CRDS, la question, à mon avis, ne se poserait pas. C'est un élément de rémunération. Il en est d'ailleurs pour preuve qu'une partie de la CSG versée aux employés est à prendre en compte dans le calcul de leur impôt sur le revenu. Et la CRDS, elle est elle-même taxable à l'impôt sur le revenu. Je vous rappelle peut-être les longs débats d'ailleurs qui ont eu lieu, notamment au Parlement, sur le sujet de savoir si on pouvait considérer qu'elles étaient déductibles ou pas. Donc quand on vient nous dire que ce ne sont pas des cotisations sociales, c'est un fait au regard des jurisprudences du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, mais à mon avis, ça ne résout pas l'intégralité de la problématique, parce que ce sont des éléments de rémunération et que les employés en ne versent ces sommes que pour le compte de leurs employés. C'est un peu comme si, en forçant le trait, on venait demain nous dire qu'on devait exclure de la base du CIR la quote-part du salaire perçu par les chercheurs au motif qu'elle est ensuite affectée au paiement de leur impôt sur le revenu. Je grossis un peu le trait, mais on en est presque là. Si demain on nous mettait en place, ce dont on entend par ailleurs souvent parler, un régime de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu par les salariés, est-ce qu'il ne devrait pas à ce moment-là nous appliquer le même raisonnement? On peut se le demander. Donc ça, c'est le premier élément. C'est peut-être pas des cotisations sociales, parce que c'est vrai que les définitions du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel vont vers l'imposition de toute nature, mais en tout cas, c'est nécessairement, à mon avis, un élément de rémunération, et à ce titre, ça doit être pris en considération, comme d'ailleurs l'a dit la jurisprudence, en faisant référence, traitement et salaire, taxable dans le chef des employés. Ça, c'est le premier élément. Excusez-moi, Antoine, je rebondis sur ce que vous dites. Par ailleurs, si on se rappelle, si on se remémore les critères qu'indique l'administration fiscale dans sa doctrine pour considérer si ce n'est ou pas des cotisations sociales éligibles, ou au contraire qui doivent être exclus de l'assiette du crédit d'impôt recherche, l'un des critères d'exclusion, c'est que ce sont des cotisations qui doivent être, ou des versements qui doivent être à la charge de l'employeur.
Donc c'est aussi Tout à fait. clairement, je pense, une méprise. Une méprise. Alors, on a fait les premiers éléments, parce que, comme on l'indiquait, pour l'instant, les termes de l'instruction du 1er avril ont été mis en consultation publique sur le site du BOFIP, comme on l'appelle, dans notre jargon. On a fait des commentaires sur... on avait la possibilité de le faire, je crois que c'était jusqu'à peu près à la mi-avril, pour faire remonter ces éléments de réflexion. J'ai pas le sentiment que, pour l'instant, les services de la direction de la législation fiscale soient très sensibles, même si par ailleurs, on s'est tous également étonnés du fait qu'il y a une volonté de clarification et justement d'apaisement des relations entre les contribuables et l'administration sur ce type de sujet. L'idée étant d'aller vers plus de sécurité juridique, au fond, pour tous les contribuables qui sont concernés par le dispositif. Ça, c'est un effort, à mon avis, qui est tout à fait louable. Et au même moment, on nous sort du chapeau un nouvel élément, tout le monde regarde ça avec surprise, et à mon avis, ça va générer un contentieux de masse, parce que je n'ai pas d'exemple d'entreprise qui serait éligible au CIR dans les projets seraient éligibles pour lesquels il n'y aurait pas de débat, qui n'aurait pas pris en compte dans l'assiette du CIR la contribution sociale, enfin les CSG CRDS versées pour le compte de leurs employés. Honnêtement, j'ai jamais vu d'exemple contraire. Donc on va de nouveau là avoir un contentieux de masse à gérer, un peu sur le mode participation intéressement qui a quand même fait couler beaucoup d'encre pendant de nombreuses années, sauf que là les montants à mon avis sont encore beaucoup plus significatifs en termes de base. Voilà, et donc comme vous l'évoquiez tout à l'heure, nous on a essayé avec Maître Gabizon de préparer des critères, enfin des réponses et des contestations face à cette exclusion. Et donc, comme vous l'indiquiez, certes, la position de la jurisprudence française actuelle est clairement vers une assimilation de la CG et de la CRDS à des impositions, mais ça n'est pas une position unanime puisque... Alors, c'est pas une position unanime parce que si on prend un peu de recul par rapport à ce que sont la CSG et la CRDS, c'est vrai que c'est des impositions de toute nature, Olivier vient de le rappeler au sens du juge de l'impôt français du Conseil constitutionnel, mais il reste quand même néanmoins que ces sommes, elles sont bien destinées à rémunérer ou plutôt à financer nos régimes de sécurité sociale. Et sous cet angle-là, on pourrait dire que ça reste d'une certaine façon, si on l'entend dans un sens un peu large, des cotisations sociales. Il y en est pour preuve qu'on a une jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne qui est venue dire que ces prélèvements entraient dans le champ d'application du règlement européen justement sur les régimes de sécurité sociale. Alors, ils prennent grand soin dans ces jurisprudences de dire que effectivement ça peut être traité comme un impôt au sens de la réglementation interne, mais que néanmoins, à partir du moment où ça finance des régimes de cotisation sociale, ça rentre dans le champ d'application du règlement. Alors, ça reste à mon avis un argument. Je crains que l'administration ne suivra sûrement pas sur ces sujets-là. Le juge de l'impôt, à mon avis, aura du mal parce que ça l'obligerait d'une certaine façon à créer une catégorie distincte de ce qu'on entend comme étant des cotisations sociales uniquement pour le crédit d'impôt recherche. Je pense quand même que c'est un argument qui mérite d'être défendu. Ceci d'autant plus que le 17 avril, le Conseil d'État est venu confirmer la position de la Cour de justice de l'Union européenne en transposant directement en droit interne les principes qu'il avait édités et donc en confirmant que les contributions sociales dont on parle entrent bien dans le champ du règlement sur la sécurité sociale au niveau de l'Union européenne. Après, il y a un autre élément qui était quand même repris aussi dans les jurisprudences dont on parlait tout à l'heure, qui est le fait que ces contributions sont enregistrées en comptabilité parmi les dépenses des salariés, ce qui est normal puisqu'au fond, c'est qu'un élément du salaire qui est versé aux chercheurs et aux techniciens qui sont pris en compte dans le calcul du CIR. Après qu'on en verse une partie directement auprès des organismes de recouvrement de ces contributions, certes, c'est un mode de recouvrement, mais le véritable débiteur de ces sommes, et celui qui, d'une certaine façon, les reçoit en premier lieu, c'est bien l'employé. Donc, à ce titre, à mon sens, on a un argument fort. C'est tellement vrai, d'ailleurs, que pour les employés qui sont, dans certains cas, soumis à l'impôt sur la fortune et qui bénéficient du régime du plafonnement de l'impôt sur la fortune, la contribution sociale et la CSG et la CRDS qui sont
versés pour leur compte sont à prendre en compte également dans le calcul du plafonnement de l'ISF comme figurant parmi les impositions auxquelles ils sont assujettis. Donc c'est bien que c'est une charge qui repose sur les employés et pas sur leurs employeurs. Tout à fait. Donc effectivement, comme vous avez pu le constater, cette très récente exclusion suscite beaucoup de points à débattre. Et du coup, il y aura probablement, comme l'a dit Maître Galison, à l'avenir d'importants contentieux sur ce sujet, avec les différents arguments, notamment qu'on vient de vous exposer. Maintenant, donc on voulait aussi attirer votre attention sur une autre nouveauté de l'instruction du 1er avril 2015, qui est celle de la définition du doctorat. En effet, c'est une dépense qui peut être doublée. Donc, en effet, les dépenses de personnel liées à la première embauche de personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, donc, par exemple d'un diplôme obtenu hors de France, sont retenues dans l'assiette du crédit d'impôt recherche pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois suivant leur premier recrutement. Pour cela, il faut qu'il s'agisse d'un contrat à durée indéterminée et que l'effectif du personnel salarié de recherche ne soit pas inférieur à celui de l'année qui précède l'embauche. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par doctorat? Alors, il s'agit quand même d'une restriction des critères. Le Code général des impôts renvoie à l'article L612, 7 du Code de l'éducation. Donc, le diplôme de doctorat, il est donc clairement encadré. C'est celui qui est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation de travaux scientifiques originaux. Cela recoupe notamment avec la réforme, la LMD, donc, qui a eu lieu il y a quelques années. Et donc, il s'agit du diplôme national le plus élevé de niveau Bac+8. En revanche, il est clairement précisé que ne sont pas pris en compte les doctorats résultant non pas de travaux de recherche ou d'une thèse, mais de l'aboutissement d'un cycle de formation à un métier, comme peuvent l'être les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires ou les dentistes. Voilà, et enfin, donc, il me reste quelques minutes pour juste vous préciser une ultime évolution sur le crédit d'impôt recherche également du 1er avril dernier. Alors là, c'est plus une mesure qui a été annoncée par Michel Sapin, qui est l'instauration d'un comité de conciliation. Ce comité de conciliation sera d'abord, d'ailleurs, l'objet d'une prochaine publication par la société Alma. Très rapidement, cela répond à une volonté qui avait été communiquée à de nombreuses reprises de la part du contribuable d'avoir un peu plus de contradictoire, notamment avec les agents, les vérifications auxquelles procèdent les agents du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lorsqu'ils statuent sur la réalité des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche. Donc ce sera une instance qui sera composée d'un magistrat, d'un expert et puis d'un représentant de l'administration fiscale. Voilà. Merci Olivia Cervorano, merci Maître Galison pour cette présentation. Maintenant, nous allons répondre à vos questions. Alors, très peu de questions. Peut-être parce que vous avez été clair, concis, et les questions qu'on a reçues en cours de webinaire ont vu leurs réponses également, notamment sur l'aspect rétroactivité. Mais voilà, il y en a une quand même qu'on va poser parce que quelque part, c'est peut-être aussi une des questions importantes que tout le monde est en train de se poser. Je vais la reprendre sous les yeux. À quoi s'expose une entreprise qui a déjà calculé, déjà comptabilisé son CIR avant, évidemment, la prise en compte de cette nouvelle position qui date du 1er avril? Il y a des pénalités, il y a un risque de manquement délibéré, il y a voilà, des questions qui se posent s'ils maintiennent ce montant de CIR sans les rectifier, bien sûr. S'agissant de la CGCRDS, c'est ça, de l'exclusion, s'ils la maintiennent dans leur assiette? Non, c'est même l'idée, en fait, comme il y a des nouvelles cotisations obligatoires qui ont été mentionnées, comme celles qu'on pouvait garder dans l'assiette du CIR et celles qui ont été exclues avant, vous l'aviez dit, c'était un petit peu flou, c'était des interprétations. Maintenant, on a l'impression d'avoir une liste un peu plus exhaustive. Si le calcul du CIR a été fait
avant cette liste exhaustive qui est donc parue il y a quelques jours, et que ça a été comptabilisé dans les comptes, le CIR, que ça a été, ça y est, je vais dire, les formulaires ont été envoyés, donc quelque part ça y est, c'est fait, mais ça a été calculé avant ces nouvelles instructions. Si ça se maintient comme ça, y a-t-il un risque de pénalité parce qu'on peut dire que finalement ça n'avait pas été calculé selon la bonne nouvelle méthode quelque part? Alors c'est tout le débat. C'est tout le débat, et c'est un peu les questions qu'on a reçues justement. C'est tout le débat, comme l'a exposé tout à l'heure Maître Galizon, de savoir quelle est l'entrée en vigueur finalement effective de cette nouvelle instruction. Est-ce que, comme peut le soutenir l'administration fiscale, c'est une clarification, donc on aurait dû, par exemple, ne jamais prendre la CSG et la CRDS, ou est-ce que, comme on pourrait le soutenir, il n'y avait pas forcément de définition et que, du coup, les nouveaux commentaires ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2015, donc s'agissant de sociétés, par exemple, à l'impôt sur les sociétés, qu'à compter des exercices clos postérieurement au 1er avril 2015. Donc du coup, normalement, le crédit impôt recherche 2014 ne devrait pas être concerné. Après, comme on vous l'a précisé, on a déjà eu un retour d'expérience en cas de contrôle, donc des crédits impôt recherche, notamment 10 ou des 12, où l'administration fiscale se prévaut de simples clarifications de définitions qu'elle avait déjà faites et effectivement prononce des rectifications sur ces nouveaux commentaires. Là-dessus, bon, il faut pas se leurrer. Effectivement, on va avoir des contentieux qui seront d'inspiration de la nouvelle instruction. Ça, c'est, à mon avis, assez clair. Et d'ailleurs, on peut aussi, il faut quand même se rappeler, on l'a vu tout à l'heure, qu'on a des jurisprudences qui petit à petit se sont construites et qui, malgré les termes de l'ancienne instruction, sont venus nous dire que tel ou tel poste de dépense pouvait, selon les cas, être pris en compte ou pas. Donc quand l'instruction ne fait finalement qu'entériner ce qu'on peut dire, c'est jurisprudence, l'administration est assez à l'aise pour dire moi je vous applique cette règle parce que certes on l'a reconnu maintenant, mais de toute façon le débat il était déjà ouvert avant. Alors bon, on a un problème de sanction, c'est-à-dire derrière ça, oui on peut avoir les intérêts de retard qui peuvent être éventuellement réclamés par l'administration. Les pénalités pour manquement délibéré, en l'état, je n'y crois pas trop. C'est plutôt l'hypothèse d'un contribuable qui se serait enfermé dans une position et qui, après avoir été contrôlé une première fois, je pars de l'idée que le contribuable a des projets éligibles et que ça ne pose pas de difficulté, parce que là, on est dans un schéma différent. Et quand on est vraiment uniquement sur l'assiette de l'impôt, je ne les vois pas venir nous appliquer des pénalités pour manquement délibéré uniquement parce qu'on n'aurait pas en plus rétroactivement, d'une certaine façon, rectifier les déclarations qui ont déjà été déposées. À l'avenir, pour les contribuables qui auront été éventuellement condamnés à reverser toute partie du CIR sur la base des termes de cette nouvelle instruction ou à nouveau des jurisprudences antérieures, oui, on pourrait finir par s'exposer à une position, mais maintenir en l'état les positions qui ont pu être prises, notamment sur la CSG et la CRDS, parce que c'est là qu'est le plus gros poste, à mon avis, c'est une vraie nouveauté, une vraie difficulté. Je serais très surpris qu'on puisse, sur cette base-là, nous réclamer des pénalités pour manquement délibéré. Ceci d'autant plus qu'on l'a vu, on a quand même, à mon avis, beaucoup de bons arguments à faire valoir. Peut-être ne seront pas suivis par la jurisprudence et le juge d'impôt sur ces questions-là. À mon avis, le débat mérite d'être soulevé. On pourrait même, d'ailleurs, certains pourraient s'interroger sur l'idée de déposer une requête en effet de pouvoir contre l'instruction elle-même, c'est-à-dire en dehors de tout contentieux déjà né, mais simplement pour faire valoir que les termes de cette instruction sont complètement en dehors, à mon avis, du droit. D'autres questions peut-être? Merci. Bah, écoutez, on va sûrement, je pense qu'on va en arrêter ici parce qu'on arrive déjà à la fin du créneau horaire qui nous était imparti. Merci en tout cas, Maître Galizon, pour avoir répondu à nos questions. Merci Olivia Cervoreno pour cette participation à ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, vous n'hésitez pas à les poser à l'adresse que l'on va vous communiquer tout à l'heure. Mais pour l'instant, inscrivez d'ores et déjà dans vos agendas la date du 19 mai pour le prochain webinaire consacré à la maîtrise des fondamentaux de l'état de l'art du crédit impôt recherche
clé de voûte de la justification scientifique du CIR, avec Nathalie Wang et Sylvain Richer. Vous pourrez vous inscrire également, on va vous donner toutes ces informations. Vous avez également la possibilité, et je l'ai sous les yeux en version papier, l'Alma News Innovation, à laquelle vous avez participé justement tous les deux sur cette analyse contrastée des tentatives de clarification administrative de la notion de cotisation sociale obligatoire. Vous pouvez également obtenir ce document en complément du diaporama qu'on vient d'avoir, comme ça vous aurez le maximum d'informations pour faire vous-même votre avis. Pour tout cela, vous contactez Karima Bebarek à l'adresse qui s'inscrit sur votre écran, à la fois pour obtenir le diaporama, à la fois pour obtenir l'Alma News Innovation et à la fois pour vous inscrire au prochain webinaire. C'est gratuit, n'hésitez pas, le 19 mai prochain à 10 h. Merci à vous deux et puis rendez-vous donc le 19 mai pour un prochain webinaire. Bonne fin de journée, au revoir. Bonne journée, merci. Merci, au revoir.